Merci d'être resté avec nous. On estime à 600 000 le nombre de personnes qui souffrent de troubles bipolaires, autrefois connus sous le nom de maniaco-dépression. Et dans cette pathologie, l'humeur oscille entre des phases maniaques, des phases de dépression et des phases d'entre-deux. Et si les traitements comme le lithium permettent aujourd'hui de mieux réguler l'humeur, on connaît encore très mal l'origine de ce trouble. Hérédité, mauvaise gestion des émotions, stress, ces pistes sont actuellement explorées. On va en parler évidemment aujourd'hui. Notre invité pour répondre à vos questions, le professeur Philippe Fossati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur à l'ICM, l'Institut donc du cerveau et de la moelle épinière. Et on accueille Sophie Laplace. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, on a fait ce diagnostic il y a déjà maintenant quelques années, mais en fait, au départ, ce sont des comportements à risque que vous aviez qui ont alerté une de vos amies, c'est ça? Oui. Vous faisiez quoi? Qu'est-ce qui l'a alerté? Qu'est-ce qui l'a inquiété? En fait, je dormais plus de la nuit, je conduisais très très vite, je consommais du cannabis, et donc du coup... Vous aviez quel âge à ce moment-là? 24 ans. Et vous vous rendiez compte de quoi? De rien. De rien? Moi, je me sentais bien. Je venais de me séparer en plus, donc pour moi, c'était la liberté retrouvée. Et comme elle était également bipolaire, elle m'a dit je vais t'emmener voir mon psychiatre. Et donc, c'est comme ça que j'ai su... Mais avant, vous n'aviez pas eu de phase de dépression? Si, j'ai eu des phases de dépression. J'étais suivie par des psychiatres, oui, avant. D'accord. Mais on n'avait jamais diagnostiqué le trouble bipolaire. D'accord. Vous aviez même pendant ces phases, des phases maniaques, c'est-à-dire les phases où finalement, ce qu'on a l'habitude de dire, on est champion du monde, vous aviez des comportements qui vous mettaient en danger aussi? Oui. C'est-à-dire en dehors de la voiture, il y avait quoi? Les hommes. Une hypersexualité? Oui, une hypersexualité. Vous passiez aussi vos nuits à téléphoner puis à faire venir des gens chez vous? Oui, aussi, oui. Ouais. Mais ça, j'ai continué à le faire après le diagnostic aussi, oui. Parce que j'étais dans le déni après, quand on m'a diagnostiqué. Oui, parce que vous avez été hospitalisé, en fait, quand le diagnostic a été posé. Vous avez été hospitalisé 3 semaines. Un endroit vraiment dont vous ne vouliez pas rester, hein? Non. Parce que vous ne vous sentiez pas malade? Ben non, moi je me sentais tellement bien dans cette phase maniaque, paradoxalement, que je ne voulais pas... En sortir? Non. Professeur Fossati, d'abord, est-ce que c'est le plus souvent au cours d'une phase maniaque qu'on fait le diagnostic de cette maladie bipolaire ou pas? Alors le problème qui est un peu, je pense que ce qui illustre bien votre situation, même si je ne la connais pas dans le détail, hein, c'est que c'est vrai que souvent, comme ça a été dit, ça commence d'abord par des phases dépressives et ensuite par des phases maniaques. Mais souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas actuellement à notre disposition des outils qui permettent de dire, quand on est face à un malade qui présente une dépression, est-ce que ça signe le caractère bipolaire ou maniaco-dépressif, ou est-ce que c'est simplement une dépression simple ou une dépression récurrente? Et c'est vrai qu'on peut avoir des arguments qui peuvent être des arguments, des antécédents familiaux, un début précoce, un début dans le postpartum. Mais si on n'a pas tous ces éléments-là, il faut parfois malheureusement attendre la survenue soit d'un virage de l'humeur sous antidépresseur, ou soit la survenue d'un épisode caractérisé de type franchement maniaque, comme vous avez l'air de décrire. On dirait que la bipolarité est à la mode. Il y a de plus en plus de gens, des acteurs même qui se déclarent bipolaires, comment l'expliquer? On peut même aller plus loin que cette question. Tous les êtres humains passent par des phases d'euphorie, où tout va bien, où on se sent sinon champion du monde, mais où on se sent créatif, on se sent prêt à tout, et puis des phases où on est un petit peu moins bien, on a le bourdon, etc. Et c'est vrai qu'il y a un grand débat aujourd'hui autour de la Bible des psys qui fait qu'on devient tous malades de quelque chose, mais est-ce que finalement on n'a pas tendance à faire ce diagnostic un peu trop facilement sur des mouvements d'humeur qui sont normaux? Alors, effectivement, l'humeur est par définition variable en fonction des circonstances de la vie, en fonction éventuellement même du milieu interne, enfin du milieu biologique interne. Ce qui quand même caractérise ces fluctuations pathologiques de l'humeur, que ce soit dépressive ou maniaque, c'est franchement leur caractère pathologique, c'est-à-dire pathologique dans le sens de leur intensité, dans le sens de leur durée, dans le sens de leur retentissement social, professionnel, affectif. Effectivement, on peut être content parce qu'on a réussi un examen, parce qu'on vient de voir un beau match de foot, parce qu'on est amoureux, mais on ne va pas aller prendre des conduites à risque sur l'autoroute, on ne se met pas en danger, on ne met pas en danger son compte en banque, etc. Donc ces éléments-là sont franchement en faveur du caractère pathologique. Là où il y a le piège et qui a fait que, par exemple, on a eu du mal à reconnaître l'entité, puisque vous savez que maintenant on définit des troubles bipolaires de type 1, de type 2, c'est-à-dire de type 2 quand les gens ont des phases
maniaque, mais un peu moindre, qu'on appelle hypomaniaque, c'est que c'est vrai que ces phases sont souvent peu repérées par le patient, qui ne les considère pas comme faisant partie de caractère pathologique, puisqu'au contraire, ça augmente la productivité, ça augmente l'efficience, et il se sent bien. Et donc, on a mis du temps à reconnaître ça. Et souvent, c'est l'entourage de la famille, l'entourage de la famille qui peut nous dire oui, mais c'est vrai, par moment, il est un peu excité, etc. Et c'est ça qui fait qu'il y a un déni aussi, parce que finalement, c'est des phases maniaques, vous le disiez, dans lesquelles vous vous sentiez parfaitement bien. On n'a plus envie de les quitter, ces phases. Non, parce qu'on déborde d'énergie, on fait tellement de choses, on rencontre tellement de monde que... on a l'impression d'être invincible, quoi, quelque part. Est-ce qu'une fois la phase maniaque passée, même si je sens bien que vous regrettez ces phases-là, est-ce que vous vous rendez compte de la mise en danger? Non, je ne regrette pas. Non, mais que vous mesurez bien le danger que vous couriez? Oui. Quand même. Oui, maintenant j'en suis consciente. D'accord. Pendant la phase, non, mais après, vous en êtes consciente? Oui, il m'a fallu des années pour me rendre compte que vous mettiez en danger. C'est terrible ça alors, parce que vous portez le diagnostic de maniaco-dépression et puis vous vous retrouvez face à un patient qui vous dit écoutez, si c'est pour que j'ai moins de pêche et que je sois moins dynamique, ça ne m'intéresse pas votre diagnostic. Oui, alors c'est tout un des objectifs du soin, c'est non seulement faire le diagnostic, mais aussi d'aider le patient à repérer les caractères pathologiques de certains de ses comportements, et aussi de repérer ce qui n'est pas pathologique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, je veux dire, on n'est pas bipolaire, on a un trouble bipolaire. Ça n'est pas un enjeu d'identité en quelque sorte. On ne devient pas un bipolaire qui fait qu'on est condamné. Je veux dire, on a sa vie, et puis on a des moments où on est moins bien, des moments où on est un peu plus excité. Et il faut apprendre. Et c'est un long apprentissage, hein, j'imagine que vous avez dû le faire, soit avec d'autres patients dans des groupes de psychoéducation, je crois qu'on va en parler après. Vous ne bougez plus, la psychoéducation, vous êtes remarquable, c'est de l'éducation thérapeutique. Ça permet aux malades de mieux comprendre les troubles dont ils souffrent et de mieux accepter leur maladie. On a assisté à une réunion de psychoéducation. Reportage Egerclia, Mathias Denisot, Régis Sarrazin. Comme tous les lundis soirs, dans ce service de psychiatrie sont organisées des réunions de psychoéducation. Proches et malades se rassemblent autour du docteur Charpeau pour parler et pour comprendre la maladie bipolaire. Bipolaire est une maladie génétique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que du côté paternel, il y a eu... alors à l'époque, ça ne s'appelait pas bipolaire, mais maniaco-dépression. Mais maniaco-dépression qui est allée jusqu'au suicide, quoi. Moi, je suis la maman de Christine. Dans ma famille, je pense que c'est héréditaire. La génétique n'explique pas tout, même si le trouble bipolaire est une des maladies psychiatriques les plus corrélées à des facteurs génétiques. Evelyne a 58 ans et près de 30 ans de troubles de l'humeur. La psychoéducation, c'est ce qui lui a permis d'en parler aujourd'hui plus librement. Elle permet de mieux connaître la maladie, même si à mon âge on la connaît quand même pas mal. Et par rapport à l'entourage, on peut donner des renseignements plus précis. Des renseignements, c'est justement ce que vient chercher Monique. Depuis 7 ans, sa fille Christine vit avec la maladie. Pour les deux femmes, la psychoéducation, c'est en quelque sorte une thérapie familiale. C'est pour mieux l'aider dans sa maladie, lui faire voir que je m'intéresse à elle, contrairement à ce qu'elle peut penser. Parce que même si on fait tout ce qu'on peut pour aider, on a l'impression que ça ne suffit pas. Elle ne comprend pas, elle n'y arrive pas, parce que justement c'est fluctuant, cette histoire-là. Et une fois je vais bien vouloir entendre ce qu'elle me dit, une autre fois je l'enverrai balader, quoi, quelque part. On retrouve souvent une incompréhension des symptômes et de l'entourage qui peut prendre certains symptômes comme des traits de caractère ou une mauvaise coopération du malade alors que c'est authentiquement des symptômes de la maladie. Et c'est vraiment un travail au quotidien que d'essayer d'avoir une bonne éducation de la maladie, aussi bien pour le malade que pour son entourage. Si ces réunions sont ouvertes aux proches, très peu osent y participer. Pour les malades, ces groupes de psychoéducation sont aussi importants que leur traitement médicamenteux. Alors on est bien justement au traitement médicamenteux, en plus on a bien compris de la psychoéducation. On nous demande si c'est vrai que cette maladie peut être due à une déficience en lithium, dans ce cas il suffit d'en prendre pour ne plus avoir de troubles. C'est toujours le traitement de référence, le lithium? Alors, il y a deux aspects dans la question. Il y a la question de est-ce que c'est un manque de lithium
Pas vraiment, on n'a pas mesuré la concentration intracérébrale de lithium. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est un traitement de référence et qui reste un traitement très efficace. C'est un normalisateur de l'humeur, en fait. C'est un stabilisateur de l'humeur. Dans notre jargon, on appelle ça un thymorégulateur, c'est-à-dire qu'il est à la fois préventif des épisodes dépressifs et préventif des épisodes maniaques. Alors après, il est curatif des épisodes maniaques. Une des questions qui reste un peu débattue, mais qui est plutôt quand même, qui va dans le sens maintenant d'une réponse positive, c'est qu'il est aussi curateur des épisodes dépressifs. Donc autrement dit, il contrôle l'ensemble des phases de la maladie. Bien évidemment, il contrôle si on le teste sur une période assez longue. Et ça nous arrive fréquemment de voir des patients qui viennent nous consulter en disant j'ai un trouble dit résistant parce qu'en fait je ne suis pas répondeur au lithium, alors qu'il y a eu un essai de quelques mois. En fait, il faut au moins 2 ans, voire plus, pour pouvoir avoir une stabilisation de l'humeur. Voilà. C'est le traitement que vous prenez? Non. Non, vous n'en prenez pas? Non, non. D'accord. J'ai essayé tout un tas de molécules, en fait, et là encore, j'ai des soucis avec mon traitement. Compliqué à adapter, compliqué... Oui, oui. Vous n'avez pas de traitement du tout aujourd'hui? Si, j'ai un traitement, mais c'est vrai que j'ai thymorégulateur, plus un petit antidépresseur, plus... On tâtonne encore un peu. Voilà, les somnifères, enfin bon, voilà. On nous demande si on peut guérir d'un trouble bipolaire sans se soigner. Et j'ajouterais, est-ce que quand on se soigne, est-ce qu'on peut à un moment arrêter ou pas le lithium en se disant que peut-être on est guéri? Guérir sans se soigner, ça on peut pas dire. On peut pas dire. Je pense là c'est une forme de déni de la maladie. Maintenant c'est vrai qu'on a des patients qui sont en rémission complète, sous traitement, et c'est qui peut se poser après 10-15 ans la question de l'arrêt. En fait la question souvent avec les patients elle se pose au début en fait quand les gens disent oh là je vais pas prendre un traitement à vie. En fait après ils ont intégré ça. Si le traitement est simple, bien toléré, si c'est pas un traitement trop important, en général la question finit par plus être posée avec le patient qui accepte son traitement. Et on a déjà vu aussi à l'inverse des patients qui avaient un traitement long cours qui était bien stabilisé et qui, pour des raisons X ou Y, parfois même pour des raisons un peu stupides, on peut dire, puisque pour peur d'avoir un effet d'interférence, on arrêtait le traitement thymorégulateur pour mettre un autre médicament, par exemple un antihypertenseur, etc. On a vu des rechutes qu'on a eu du mal à récupérer. Donc, même après 15-20 ans, je ne veux pas avoir un discours négatif, mais je pense qu'après 15-20 ans, il peut y avoir, on pourrait l'arrêter chez certains sujets, mais la question souvent ne se pose pas parce que les patients eux-mêmes sont tellement contents d'être stabilisés qu'ils ont intégré ça dans leur vie quotidienne, sur l'aspect médicamenteux. Bien sûr. Sophie, il y a quelque chose qui a été difficile, puisqu'on le disait, dans vos comportements maniaques, tout pouvait être à risque, y compris les problèmes d'argent, puisque dans ce cas-là, souvent, on peut dépenser beaucoup. Et en 2010, vous avez été mise sous curatelle, et ça, vous n'avez pas... C'est quelque chose de compliqué à vivre. Oui, quand même, oui. Oui, Qui est-ce qui l'a demandé, cette curatelle? Paraît-il que c'est moi, mais je m'en souviens pas. Donc voilà, suite à une hospitalisation. Et je suis toujours, mais là, comme je vais me marier, j'ai réussi à me stabiliser, donc là, je vais me marier, donc je pense à ne plus être sous curatelle, en fait. Beaucoup de patients peuvent être sous curatelle lors des phases maniaques. Alors, la curatelle est quand même une mesure qui est un peu plus lourde d'un point de vue administratif et plus lourde. Mais disons que par contre, c'est vrai qu'on est amené parfois, lors des phases d'excitation maniaque, pour éviter que les gens se lèsent en quelque sorte, et pour les protéger, on est amené à faire une demande de sauvegarde de justice, qui est une mesure plus transitoire, qui dure au maximum 6 mois, et qui peut permettre d'éviter d'une part que les patients se lèsent, et peut parfois être utilisée pour récupérer éventuellement des situations antérieure à la mise sous sauvegarde de justice. D'accord. Les bipolaires sont-ils dangereux pour leur entourage ou leurs enfants? Non, je pense qu'il faut quand même ne jamais imaginer les... D'abord, c'est vrai pour l'ensemble des troubles psychiatriques. Je pense qu'il faut, c'est pareil pour les schizophrènes, c'est pareil pour les troubles bipolaires. Il ne faut pas considérer que les malades mentaux sont dangereux. Parfois pour eux-mêmes. Ils sont dangereux des fois pour eux-mêmes, ça oui. Et là, le risque de suicide est un élément très important, et la mortalité par suicide est un élément très important. Je pense que dans les phases dépressives ou maniaques, il peut y avoir des fois des situations tendues familiales, des situations complexes, d'autant plus s'il y a un appoint de toxiques. On parlait tout à l'heure un peu de cannabis, mais s'il y a de l'alcool, s'il y a autre chose, des excitants, etc., ça peut faciliter des passages à l'acte agressif. Mais globalement, faut pas vivre ces patients comme des malades potentiellement dangereux.
Comment gérer au quotidien la vie avec une personne atteinte d'un trouble bipolaire? Est-ce qu'une thérapie de couple peut aider? Sophie, votre compagnon, donc vous l'avez rencontré après le début de la maladie, votre futur conjoint. Comment il gère le fait que vous ayez cette maladie, que vous soyez traité? Il le gère bien, il a vu le psychiatre, il a discuté avec lui et ça va. Ça va, Surtout que vous êtes stabilisé là? Non, je suis plutôt mixte, on va dire. Donc, c'est quoi mixte? Des hauts et des bas, des phases maniaques et des phases hypo... Non, mais il gère bien ça. Voilà. Il me soutient, il essaye de faire le maximum. Est-ce qu'une thérapie de couple, parfois, c'est utile? Alors, il y a deux choses. Il y a intégrer le couple et la famille. On l'a vu par exemple sur le reportage. Ça, c'est très important parce que je pense que ça fait partie vraiment des règles un peu de psychoéducation, c'est-à-dire que la famille puisse participer, soutenir et étayer le patient. Une thérapie de couple, c'est quand même indiqué quand il y a clairement un problème de couple qui est peut-être aggravé par ce problème de bipolarité. Mais encore une fois, ça n'est pas systématique. Par contre, les soutiens familiaux, la participation des familles, il a pu être montré que ça facilitait, disons, la stabilisation de ces troubles. Et si on jouait à BipoLife? Cet outil thérapeutique gratuit s'adresse aux malades bipolaires. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse dans ce reportage. Dégert, Lia, Mathias Denisot et Régis Sarrazin. Voilà, donc là vous allez découvrir en fait votre appartement, enfin, l'appartement du personnage auquel vous vous êtes identifié a priori. D'accord. Celui dans lequel je n'ai pas à faire la poussière. Par exemple, mais vous verrez que peut-être il faudra faire quelques petites choses. L'appartement que ce psychiatre décrit à cette patiente, c'est celui-ci, le BipoLife. Une salle de bain, une cuisine, une salle à manger, des pièces virtuelles, mais des situations bien réelles. On vous fait une proposition et ça correspond aussi un petit peu à votre humeur du moment. Donc vous allez choisir aussi en fonction de votre humeur. D'accord. Là il est 20h40, est-ce que vous allez regarder le téléachat ou regarder le journal? À la fin du jeu, est-ce que ça va mettre, vous êtes dans tel état, vous êtes à tant de... Vous allez voir effectivement, vous allez avoir à la fin de chaque journée, vous avez un petit bilan de la journée par rapport à vos différentes actions. Les situations et les réponses proposées aux patients ne sont pas anodines. Ici, tout est en rapport avec la maladie bipolaire et ce que cela peut impliquer, comme les troubles du rythme. 21h30, je suis toujours là. Là, je vais peut-être aller me coucher. Alors, où est ma chambre? La majorité des patients bipolaires le disent très bien. Si, par exemple, je ne respecte pas mes horaires de coucher, je risque de décaler mon sommeil, je risque d'avoir du mal à me réveiller le matin ou faire des réveils nocturnes. Et tout ça, ça va impacter après sur l'humeur, ça peut même amener une rechute. Éviter les rechutes, détecter les signes avant-coureurs des phases maniaques ou dépressives, c'est tout l'enjeu de cet outil. Vous choisissez une option entre prendre votre traitement ou vous décidez de vous maquiller. Se maquiller dans la salle de bain. Se maquiller plutôt que de prendre le traitement, c'est indirectement considéré comme des symptômes qui seraient plus d'allure maniaque. Pareil pour le sommeil, ne pas aller se coucher, etc. Donc c'était comme ça que c'était présenté. Encore une insomnie? En plus, j'ai un de ces mal de tête. Le but, c'est d'essayer de mettre en avant des choses qui seraient peut-être incohérentes à certains moments de la journée ou des prises de décision qui, par rapport à la question de son humeur, de son hygiène de vie, seraient pas cohérentes. Donc, par exemple, une consommation de café après 18h ou en soirée, c'est quelque chose qui est excitant et qui va peut-être induire des troubles du sommeil. Donc, c'est quelque chose qui, après, à la fin de la journée, va être rapporté dans le bilan en disant « Attention, vous avez une tendance à consommer des excitants le soir, c'est peut-être ce qui peut expliquer vos troubles du sommeil. » Oui, donc on il faut vous déplacer vers le réfrigérateur. J'ai peur qu'en phase dépressive, je prenne même pas enfin, j'ai même pas l'envie de le faire. Mais, parce que c'est vrai, là, je suis toute Joyce, hein, mais... Non, mais je pense que si. Ça va être bien. Ça peut apporter quelque chose, oui. Le professeur Lorca est chef du service de psychiatrie. Il a participé à l'élaboration de BipoLife.
qu'utiliser ces supports-là, c'est maintenant un domaine qui se développe de plus en plus, mais vraiment pour toutes les pathologies. Donc il faut utiliser ça. Les patients souffrant de troubles bipolaires, ils vivent dans le monde. Ils utilisent tous ces éléments-là, et donc il faut leur offrir. Certains d'entre eux s'en saisiront, certains d'entre eux trouveront ça pas intéressant ou trouveront ça trop compliqué, mais il faut qu'on puisse avoir l'ensemble de ces dispositifs. Pour ce psychiatre, ce support interactif pourrait faire partie du traitement des troubles bipolaires, au même titre que les médicaments et la thérapie. Si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, vous allez sur www.allodocteur.fr. Sophie, votre mère avait été diagnostiquée bipolaire? Oui, l'été dernier. L'été dernier. Il y a une vraie transmission familiale? Oui, alors ça n'est pas une transmission à 100%. Oui. Il y a un risque génétique très élevé. C'est vraiment une affection dont le risque génétique est important, et en particulier on estime de l'ordre de 50-60%. Par exemple, quand on prend des jumeaux monozygotes, qui sont des jumeaux ayant tout le patrimoine génétique, en gros, si l'un est atteint de la maladie, il y a pratiquement 60 à 65% de chances que le deuxième ait la maladie. Donc on voit bien que ce n'est pas 100%, mais il y a quand même des facteurs génétiques, et on retrouve souvent dans les familles des antécédents familiaux de bipolarité, voire d'autres pathologies, mais souvent de bipolarité, bien évidemment. Est-ce qu'on peut devenir ou révéler une bipolarité à 40, 50, 60 ans? Alors effectivement, on a tendance à considérer le début est assez jeune en général, par exemple, et c'est un argument pour quand on a une dépression qui débute assez jeune, ça laisse penser que c'est un élément bipolaire. Mais on a des formes qui sont d'ailleurs peut-être avec des pathologies associées différentes, peut-être avec des facteurs génétiques différents, des formes à révélation, on peut dire tardive, même si 40 ans, c'est pas tardif, on n'est pas à 65 ans, etc. Mais on peut avoir des révélations effectivement vers 40, 45 ans, à l'occasion éventuellement des facteurs surajoutés qui peuvent être des pathologies, des facteurs de stress, des pathologies physiques, éventuellement la prise de médicaments qui peut révéler une bipolarité qui était passée inaperçue. Sophie, vous l'avez dit au début de la maladie, vous consommiez du cannabis, vous avez été prise en charge pour ça. Il y a d'autres, c'est quelque chose qu'on voit souvent, les consommations d'alcool, de différentes drogues, et on les prend en charge toujours avec le traitement de la maladie? Alors oui, dans le jargon, on appelle ça la comorbidité, c'est-à-dire le fait d'avoir deux pathologies, et la comorbidité addictologique est très très fréquente. Plus de 30% des patients ont ou prennent soit du cannabis, soit de l'alcool, soit éventuellement d'autres types de produits toxiques comme la cocaïne ou les choses comme ça. Alors bien évidemment, il faut à ce moment-là faire une prise en charge globale et prendre non seulement en charge les troubles bipolaires, mais aussi l'addiction avec parfois l'aide d'addictologues. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Bonne suite pour si vous mariez. Oui. Tous nos vœux de bonheur. Voilà. Merci. C'est ça que Marina a voulu dire. C'est ça, exactement. Lundi, dans Allo Docteur, on répondra à vos questions sur la sinusite. On se retrouve lundi? On souhaite un bon week-end? C'est un très très bon week-end même, et on se retrouve lundi donc, comme l'a dit Marina. Au revoir. Plus d'infos santé dans Allo Docteur sur France5.fr.